Donc, ce livre s'appelle Villa Crimée. Villa Crimée n'existe pas, c'est-à-dire que j'ai inventé ce mot-là, donc je l'explique dans le roman. Bon, il y a des villas à Paris, il y a la Villa Alésia, la Villa Seurat, dont je parle, mais réellement, le bâtiment, cet ensemble de bâtiments autour de cette cour pavée se trouve 168 rue de Crimée dans le 19e arrondissement. Mais l'idée de la villa m'est venue en décrivant ce lieu et en parlant avec l'architecte. Et c'est dit dans le texte, je ne peux pas tout dévoiler. Mais donc ce mot n'est pas un nom de rue, mais je l'invente. J'aimerais que ça s'appelle comme ça pourrait s'appeler comme ça. Donc c'est un ensemble de logements sociaux et d'ateliers d'artistes qui coexistent. C'est un geste à la fois d'architecture contemporaine, mais aussi de restructuration de bâtiments anciens. Donc j'ai aimé aussi, je trouvais que ça me parlait d'un point de vue littéraire. Moi aussi, d'une certaine manière, je restructure de l'ancien et je bâtis du moderne, du contemporain. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'analogies. Et puis, je trouvais que c'était une chance pour moi de me pencher sur cette histoire du logement aujourd'hui, du logement social en particulier. Parce qu'on vit un moment, comme on dit, de crise de logement, et que j'ai découvert qu'il y avait 4 millions de mal logés en France, sans compter les non logés du tout, les pas logés du tout. Et puis il y a cette actualité aussi que je découvrais de cette loi dite Élan, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas vraiment un mouvement de progrès, en tout cas qui autorise les bailleurs sociaux à ne plus consulter les architectes pour bâtir des logements sociaux ou pour mettre une antenne sur le toit de Notre-Dame, quoi. C'est quand même tout d'un coup ce serait bien de ne pas lâcher ces histoires-là, et je me dis que la littérature aussi peut se mêler de choses comme ça. En tout cas, moi, c'était l'occasion de me renseigner un petit peu sur des questions qui me préoccupent, qui me concernent, et puis qui se trouvent être dans mon quartier. Donc j'étais à plusieurs titres touchée par cette invitation, puisqu'il s'agissait d'une invitation. Et je trouve que parfois les commandes comme ça nous déplacent, mais au fond nous mettent au cœur de choses qui nous concernent au premier chef, comme citoyen, comme être humain, donc c'est vrai que je me suis laissée guider par la beauté qui se dégageait de ce lieu. C'est un geste architectural que j'ai trouvé très beau. Et d'autant plus étonnant que, j'allais dire, il est caché. Donc il s'agit d'un regroupement de logements sociaux et d'ateliers d'artistes, qui est déjà en soi une chose assez inédite. Il se trouve que c'est dans mon quartier, mais c'est caché, c'est-à-dire que c'est une chose qui ne s'offre pas, qui n'a pas pignon sur rue. C'est derrière des bâtiments faubouriens qui ont été, comment dire, restructurés, mais on ne peut pas imaginer qu'en entrant dans cette cour surgissent ces bâtiments recouverts de cuivre, qui sont comme une sculpture d'une grande beauté. Et après, évidemment, j'ai voulu rentrer dans le détail de comment le savoir-faire et de l'architecte, mais aussi de tous ces corps de métier qu'un chantier implique. Et c'est vrai que pour moi, c'était nouveau, et donc j'ai demandé on m'a fait visiter ce lieu. Dans un moment justement où il était en train de se finir. C'était le moment où il y avait encore des ouvriers, c'était plein de gestes encore, de mots de métier, et puis de matériaux qui peut-être étaient dans un moment où je pouvais peut-être mieux les voir que ce moment où chacun va qu'à le couvreur est venu me parler du travail du cuivre, des ouvriers étaient en train de finir le pavement, puisque donc il s'agit d'une villa, pas au sens de villa comme... J'ai aussi choisi ce titre comme pour
comme une fausse piste par rapport à la villa Eudis 27 qui était au cœur de mon dernier roman. Là, ces villas au sens peut-être moins connu, en tout cas assez citadin, d'un ensemble de bâtiments autour d'une cour pavée ou d'une allée. Un endroit un peu en retrait comme ça de la rue. Et puis surtout donc plusieurs bâtiments et pas un bâtiment comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc c'était un moment de chantier et où l'architecte, donc c'est une commande, hein, je précise que le début en gros on m'a demandé un texte et j'ai écrit un livre. L'architecte a réuni plusieurs artistes, une danseuse, pas seulement des artistes, aussi un philosophe, une compagnie de danse acrobatique, de danse aérienne, oui, et une cinéaste pour faire un film. Donc moi j'avais comme mon cahier des charges, c'était d'écrire la voix off, une partie de la voix off de ce film. Et en réalité, j'ai, comme on dit, dépassé la commande, c'est-à-dire me laissant un petit peu gagner par le sentiment que j'avais qu'il y avait de l'analogie entre l'écriture et l'architecture. Je me suis dit que moi aussi, il fallait que je construise quelque chose vraiment qui ait une forme assez visible et affirmée. Et le motif des fenêtres m'a semblé justement une entrée pour moi dans ce bâtiment et aussi une forme que j'ai faite mienne puisque j'ai donc écrit autant de fragments qu'il y a de fenêtres dans le bâtiment. À tous ceux et celles qui ont fabriqué, qui sont à l'origine de cet ensemble architectural, mais aussi, et alors là c'est là que commence la fiction, je me mets à l'écoute des présences à venir, donc imaginaires, des habitants. Puisque le bâtiment n'était pas encore habité, il fallait bien que j'imagine la vie de ces futurs habitants. Et c'est là que, justement, que les fenêtres ont pris tout leur sens, c'est-à-dire qu'elles venaient accueillir quelque chose comme du documentaire, et aussi des micro-fictions. Quand j'ai visité ces bâtiments, il n'y avait que des ouvriers en train de finir leur chantier. Et moi j'avais besoin de... Enfin j'ai pas eu besoin, ça a été spontané, j'ai imaginé des corps... Vous savez, comme d'ailleurs sur ces plans d'architectes, ça m'a beaucoup amusé, d'ailleurs j'avais déjà vu ça, mais là je l'ai vu d'un peu plus près. Il y a du mobilier imaginaire sur les plans, du mobilier prêt à accueillir les futurs habitants, des fauteuils, pour rendre compte de l'espace, des proportions, etc. Et ben moi, comme on met des personnages dans une maquette, sauf que moi, c'est vraiment des corps vivants, des enfants, des familles, des femmes seules, de tout, enfin tout un petit monde. Et parce que ces espaces étaient sur le point d'être habités. Donc mon imagination a investi les lieux, en fait, par des sensations, par l'acoustique. L'acoustique donc j'ai visité des appartements vides et forcément ça m'a rappelé des moments d'emménagement, le moment où on sort les objets des cartons et où ça résonne un peu plus parce que c'est pas encore meublé. Donc j'ai forcément très vite invité des corps, même si c'était des corps de nouveaux locataires, comme on dit. Et puis parce que j'ai senti que justement ces espaces étaient conçus totalement... Parce que l'architecte elle-même, Sarah Bitter, avait pensé à des gens, à des corps, à des déplacements. Et que j'avais qu'à juste moi-même visiter les lieux pour que déjà surgissent des présences qui étaient déjà là en creux finalement. Ces espaces sont presque faits sur mesure pour la vie. Et pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne se plie pas à l'architecture, c'est plutôt une architecture qui est là pour presque à l'écoute d'une vie à venir, d'une vie qui est là. Et ça concerne la lumière, ça concerne donc l'acoustique, mais aussi des gestes. Et j'avais qu'à placer des corps comme, dans des espaces qui étaient faits pour eux finalement. Et puis c'est mon quartier. Alors il y a quelque chose de familier, j'avais qu'à prolonger déjà, d'une certaine manière, ma perception de la vitalité de ce quartier
dont j'ai lu quelque part, ça m'a beaucoup fait rire et je l'ai repris, qu'il était en pleine mutation depuis le XIe siècle. C'est vrai que c'est un quartier en plein mouvement qui est comment on dit, un exemple assez réussi comme une mixité sociale. Et moi, j'y suis très heureuse et j'ai appris beaucoup de choses sur mon quartier à l'occasion des visites et à l'occasion tout simplement de mes recherches pour l'écriture de ce texte. Donc c'est aussi des coups de sonde dans le passé du quartier, passionnant, qui est, voilà, c'est tout près de la Villette, c'est tout près des anciens studios Gaumont. On peut dire que est né là le cinéma, que c'est toujours un endroit sur le canal de l'Ourcq de déplacements fluviaux. Enfin, voilà, c'est déjà très romanesque aussi. J'avais qu'à faire remonter comme ça des éléments du passé. Et puis c'est pas le premier logement social de l'histoire du quartier. Il y en a bien d'autres et je me suis un petit peu penchée sur l'ensemble des tours de Flandre. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui vieillit bizarrement mais qui en même temps dégage respire une époque. Et je me suis mise un petit peu, moi qui aime la musique, à l'écoute comme ça de ce que pouvait presque jouer comme musique cette architecture déjà des années 60 et 70. Comment ça sonne maintenant et qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce qui émane de ces formes et de ces matériaux. Donc, comme il y a de la musique concrète, moi j'ai écrit un peu de la littérature concrète pour ce texte. C'est des choses qui m'intéressent toujours, mais que c'était l'occasion d'en faire l'objet même d'un texte qui n'est pas un roman, mais qui est pour moi l'occasion peut-être d'ouvrir un peu moi-même d'ailleurs ma maison, mon atelier d'écriture pour que mes propres gestes qui pour moi ont à voir avec quelque chose comme des gestes d'artisan et aussi peut-être d'architecte. La construction du roman a à voir avec un petit peu l'architecture tout court. Hein, on choisit des matériaux, des formes et puis on fait surgir des présences, on s'occupe de la lumière, enfin en tout cas toutes ces choses-là moi m'intéressent. Donc c'est oui aussi un moment, je crois, je pense entre deux fictions où par le fait de cette commande, ça a été comme une pause où moi-même j'ai ouvert ma maison et pour moi-même peut-être me pencher un petit peu sur puisque je me suis dit que s'il fallait que je prenne la parole, que je parle à la première personne, ça s'est fait un peu tout seul d'ailleurs. Étant dans une situation où j'écrivais comme on dit sur le vif, enfin sur le terrain, j'étais moi-même dans cet espace avec mon carnet en situation, comme dans une des fenêtres au fond du texte et dans plusieurs même fenêtres du texte, dans ce rapport matériel aussi à mon calepin, dont je me disais qu'à cette occasion que c'était aussi une forme de domicile, j'en sais rien, de maison, d'abri, je ne sais pas si c'est un refuge, mais en tout cas un espace où je vis, où je m'édifie, où je me construis en tout cas, où je m'essaye à certaines choses. Et donc j'ai laissé comme ça des choses résonner de manière assez intime en réalité, puisque donc il y a question de l'écriture, mais aussi de flânerie dans Paris, de mon goût pour Paris, qui est ma ville depuis toujours, et que je regarde de plus en plus parce qu'elle change aussi, et parce que je me rends compte qu'elle m'inspire, qu'elle est autant agitée que accueillante pour la flânerie, tout ça coexiste. Et j'en parle peut-être de tout ça, un peu pour la première fois, c'était l'occasion. J'avais envie d'être vraiment dans l'analogie exacte avec le nombre de fenêtres, donc il y a 212 fenêtres, j'ai écrit 212 fragments. J'ai pensé à Pérec, qui a la vie de mode d'emploi, dont je connaissais le principe formel, mais je n'ai lu que cet été, après l'écriture de ce texte, La vie mode d'emploi. Et je me suis dit à cette occasion, bon, d'abord que c'était un texte important, et que peut-être c'était bien que je le lise après coup, pour mesurer à quel point aussi
moi j'avais pris dans cette même esthétique de la coupe, on peut dire, d'immeuble, et dans cette description de vies imaginaires, autant Pérec est dans l'épuisement et dans la prolixité du détail et une profusion, et autant, tout en étant moi aussi dans ces coupes d'immeubles et à décrire des vies imaginaires, moi c'est comme si j'avais fait un travail plutôt de miniature, c'est-à-dire de prélever des instantanés dans la vie de ces personnages. Donc il y a quelque chose de la vie mode d'emploi en miniature comme ça. Mais c'est vrai que c'est un geste qui a à voir avec celui de Pérec. Et puis son questionnement sur l'espace, et c'est plutôt dans l'espèce d'espace, sont des choses qui résonnent beaucoup en moi, en ce moment particulièrement. Mais oui, j'avais envie d'une forme forte, mais qui m'autorise à l'intérieur parfois à des développements quand même un peu plus amples, comme des mini-dérives à l'intérieur. Mais par moments, c'est vraiment des instantanés, mais que j'ai voulu au plus proche des corps, des matériaux, ou de moments de l'intimité domestique que j'essaie aussi de saisir dans mes romans, et que là, j'ai essayé de pousser parce que j'avais vraiment envie qu'on ait des gens qui soient là, comme dans un film, comme dans... J'ai revu Fenêtre sur cour pour écrire ce texte, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup guidée, qui est même une présence très sensuelle de certains corps en train de prendre leur bain, en train de lire dans leur bain, rajoutant de l'eau chaude, et de la buée apparaît sur leur miroir. Des moments comme ça qui parleraient vraiment de ce que c'est que la vie domestique, et des moments qui font qu'on se sent chez soi, ou qu'on est vraiment quelque part. Et que le corps se pose quelque part et est bien, et qu'est-ce que c'est que le confort, et c'est pas forcément qu'est-ce que c'est que oui, un corps qui habite un espace, et alors je l'ai fait dans l'espace de ces petites fenêtres, de ces fragments qui donc varient comme voilà, c'est presque des choix musicaux, varient de tempo. Parfois c'est la descente de la rue de Crimée, où je m'arrête devant un Franprix, ou devant une petite église orthodoxe que j'avais visitée il y a quelques années. Voilà, donc c'est parfois des travelling, parfois un arrêt sur image, mais parfois je rentre chez les gens, et parfois je montre mon carnet, quoi. Et il y a tout ça. J'avais envie d'une grande variété, que ce soit très lumineux. Il se trouve qu'une des caractéristiques de ce bâtiment, et qui en fait vraiment la beauté, c'est les multiples réflexions, notamment liées au nombre justement de fenêtres, mais aussi principalement c'est lié au choix qui s'appelle le cuivre gold, qui est donc un matériau de couleur dorée, et qui est bien plus que le toit, puisque c'est ce qu'on appelle le bardage, mais il enveloppe une grande partie des bâtiments, quasiment jusqu'en bas. Et c'est une chose qui fait que les bâtiments se réfléchissent les uns les autres, et j'avais envie aussi de fenêtres qui se répondent. Donc j'ai laissé aussi les reflets du bâtiment guider des jeux d'écho dans mon texte, puisqu'on retrouve des personnages, et puis les gens se regardent, au sens où se regardent les uns les autres aussi. C'est pas juste des solitudes dans leur coin, c'est aussi des gens qui se regardent et qui se croisent. Donc il y a des choses autour de ce que c'est que ce voisinage. Donc voilà, j'ai poussé un peu loin cette histoire de fenêtre, et d'être cette cohabitation, on va dire, avec des personnages. Je voulais être au plus près d'eux, et puis moi-même être avec eux, m'inscrire dans le bâtiment, et dans les rues adjacentes. Donc il y a à la fois cette chose chorale et une parole plus intime à la première personne. C'est la rencontre des deux que je trouvais intéressante dans cette forme affirmée, mise en avant, et ça m'amusait de faire comme ça. En fait, j'essaie de ralentir le moment, d'être au plus près de la perception, comme elle fonctionne
c'est ce trajet entre la perception et le moment où ça prend la forme d'une phrase. Comment les choses coagulent à la fois en moi, dans mes sensations, à la rencontre des mots, pour signifier justement comment je promène mon regard sur les choses et comment je l'arrête. Et c'est vrai que c'est admirer au sens fort, c'est-à-dire s'émerveiller, mais c'est toujours les merveilles du monde au fond pour moi, mais sans M majuscule, ni à monde ni à merveille, vous voyez, c'est regarder les choses telles qu'elles sont, ça veut rien dire, telles qu'elles je les vois évidemment, mais au moment où peut-être ça prend en moi et ça prend la forme d'une phrase. Et c'est vrai que c'est ce moment de surgissement qui m'intéresse. La montée des choses, hein, comme un qui serait le désir de nommer, peut-être, le moment où juste on décide de fixer quelque chose, enfin le poser, en tout cas, sous une forme particulière. Le moment où advient la forme qui vient accueillir des sensations. J'ai envie de tenir ensemble mon goût pour la fiction et l'imagination et quelque chose qui serait au plus proche de la pulpe du monde, quoi, des matériaux, mais des corps, donc c'est quelque chose comme on dirait, une surface ultra sensible. Voilà, il faut absolument que les matériaux qui servent à bâtir la fiction soient tout aussi vibrants que le réel. C'est ça mon souci, finalement. J'aimais bien ce motif Là, j'ai rencontré les couvreurs et ceux qui font les ouvertures. Et je me disais que écrire, c'est aussi fabriquer comme ça des toitures ou des bardages, mais c'est aussi percer des fenêtres, comme ça, créer des ouvertures sur des mondes, sur des êtres, sur le passé, et ça m'a beaucoup... Je me sens très proche de ces deux gestes-là, d'envelopper et de percer. Ça, c'est des choses que je sentais déjà avec la sculpture, et je me disais, ah oui, écrire garde pour moi le souvenir de quand je polissais et je perçais les matériaux, la pierre. Et ça continue, ces histoires-là, mais ça s'est déplacé. Voilà, maintenant c'est en architecture que je trouve des percées, des enveloppes. Bon, c'est comme peut-être des gestes très fondamentaux justement de ce que c'est de construire. Donc écrire, c'est construire aussi, c'est envelopper et percer et rendre habitable. Mieux que ça, rendre vivable et mieux que ça, pour que des vies très singulières se déploient dans des espaces. J'écris pour ça, peut-être, que la vie de mes personnages, mais à travers leur vie et leurs espaces et leurs objets, et leurs sensations, que ce soit la vie du lecteur, la vie des lecteurs, la vie de ceux qui lisent, que ce soit comme ça, par un jeu de miroir et de projection, que des habitations soient habitées par d'autres que mes personnages, qui sont les lecteurs. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'analogie forte entre l'écriture et l'architecture.